Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, pour la FGTB Wallonne, la réforme du chômage, une affaire communautaire. Et certaines communes vont trinquer. Sur les 100 communes les plus touchées par l'exclusion des demandeurs d'emploi, toutes seront wallonnes et bruxelloises. Théo Franken parle d'un accord fantastique. Cap sur l'accord sur la vision stratégique 2025. Je pense qu'il faut éviter d'être dans l'optique magasin de jouets et j'achète, mais d'avoir des achats interopérables, européens, c'est très important. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7 à la une. Pour la FGTB Wallonne, c'est clair. La réforme du chômage est une réforme communautaire. Selon les calculs du syndicat socialiste, certaines communes paieront le prix fort. À Saint-Josse, Molenbeek, Saint-Gilles, Liège et Bruxelles-Ville, 4% des habitants pourraient perdre leur droit au chômage. Jean-François Tamellini, secrétaire général de la FGTB Wallonne. Sur les 100 communes les plus touchées par l'exclusion des demandeurs d'emploi, toutes seront wallonnes et bruxelloises. Et si on monte sur les 250 communes les plus touchées, on aura 244 communes wallonnes, bruxelloises les plus impactées, seulement 6 communes flamandes. Et donc oui, il y a bien un impact communautaire dans cette réforme. Selon la FGTB, les choix de l'Arizona favorisent clairement la Flandre. Une orientation qui, selon le syndicat, se fait au détriment des communes les plus précarisées de Wallonie et de Bruxelles. Et ce n'est qu'une partie du problème. D'autres réformes sont aussi dans le viseur. Les flexi-jobs ou le travail des étudiants à partir de 15 ans, c'est une demande pour la Flandre. La Flandre est quasiment au plein emploi. Ils veulent augmenter la flexibilité et donc ils ont obtenu ces mesures. Mais malheureusement, ça enfonce la Wallonie et Bruxelles qui, elles, ont besoin d'augmenter le taux d'emploi durable. Flexi-jobs, job étudiant, ça n'augmente pas le taux d'emploi durable et donc ça va encore creuser l'écart entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles. Le syndicat socialiste tire la sonnette d'alarme. Les réformes vont peser sur les CPAS et les communes. Et la compensation fédérale de 234 millions d'euros, jugée largement en dessous des besoins réels. Quand vous regardez cet impact sur les communes les plus impactées, ce sera évidemment les demandeurs d'emploi exclus, mais aussi les habitants de ces communes, puisque il faudra payer plus de taxes communales, il y aura moins de services communaux pour pouvoir renflouer les CPS. La FGTB met les chiffres sur la table. Un message clair à destination des députés wallons et bruxellois. À la veille du débat sur la loi programme, le syndicat entend bien faire pression. Z sur 7 à la une. Fantastique! C'est ainsi que Théo Franken qualifie l'accord sur la vision stratégique 2025. Un programme d'investissement colossal. 34 milliards d'euros avec 27 milliards pour du neuf. Le premier volet, le personnel. Jean-François Husson, professeur de finances publiques à l'UC Louvain. Différentes dépenses qui concernent le personnel, les pensions. On parle aussi d'une revalorisation, ça reste à voir. Mais il est clair que les dépenses de personnel vont augmenter nettement si les militaires doivent prolonger leur carrière professionnelle comme cela semble être le cas dans d'autres projets du gouvernement. L'objectif, plus de 50 000 militaires, réservistes compris. Côté matériel, ce sont une 3e frégate, 1500 véhicules blindés, des drones de défense, des hélicoptères, et un système de défense aérienne tout neuf. Alors dans ces augmentations, il y a tout ce qui est défense antiaérienne. Donc la Belgique n'avait à un moment donné plus rien du tout. On avait supprimé nos derniers missiles antiaériens portables il y a déjà quelques années. Donc on voit bien avec ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine, qu'une défense antiaérienne est nécessaire. Les munitions largement utilisées en Ukraine devront être remplacées. Mais Jean-François Husson rappelle l'importance de mutualiser ces achats à l'échelle européenne pour gagner en efficacité. Tous les pays sont en train d'acheter du nouveau matériel, tous les pays sont en train d'acheter des munitions, ce qui veut dire qu'on est confronté à une inflation assez
importante. Il y a des prix de munitions hautes qui ont doublé, triplé, voire plus. Les délais de production sont là également. Donc je pense qu'il faut éviter d'être dans l'optique magasin de jouets et j'achète, mais d'avoir des achats interopérables, européens, c'est très important, avec des retombées pour les entreprises belges, c'est crucial. 3% du budget défense dédié à la recherche et à l'innovation, c'est acté. Reste à savoir comment payer la note. Plusieurs options sont sur la table, mais pas d'accord pour l'instant. Z sur 7 à la une. C'est fait. La région flamande prend la main sur l'aéroport de Zaventem. Avec 39% des parts rachetées pour 2,7 milliards d'euros, elle devient majoritaire. Le fédéral, lui, reste détenteur de 25% des parts au travers de la SFPI. Cette flamandisation d'une infrastructure nationale ne passe pas inaperçue. Adrien Dolimon, invité sur notre plateau, l'a dit sans détour. Il ne comprend pas la stratégie du gouvernement flamand. Adrien Dolimon, ministre-président du gouvernement wallon. Nous, en Wallonie, notre stratégie, c'est plutôt d'ouvrir le capital de nos aéroports au privé. Et donc, de se dire, on a eu notre rôle de catalyseur, et donc ce qu'on veut, c'est maintenant, on a joué notre rôle, les outils fonctionnent bien, ouvrons-les au privé. Tandis que certains s'inquiètent, les engagés relativisent. Pour ce parti partenaire du MR, il est cohérent que le gouvernement flamand s'intéresse à un aéroport situé en Flandre. Jean-Jacques Cloquet, député wallon. La Flandre investit énormément parce qu'ils se sont dit c'est un pôle économique fondamental, hyper stratégique, donc on prend des grandes participations. C'est d'ailleurs impressionnant le montant qui a été investi là, mais bon. Et donc je dis, moi la région, pas nécessairement faire la même chose, je dis simplement la région doit poser des jalons, des garanties. Jean-Jacques Cloquet voit les aéroports régionaux comme des leviers économiques, sociaux et environnementaux stratégiques. À la différence d'Adrien Dolimon, cet ancien dirigeant de Brussels South accueille favorablement l'idée que la région investisse dans les deux infrastructures wallonnes. N'oublions pas, dans l'actionnariat, on peut tout imaginer. Il y a du privé, mais on a aussi des outils économiques comme Wallonie Entreprendre, qui marche excessivement bien et qui a montré des résultats extraordinaires, donc qui peut aussi prendre des participations. Les Invests aussi peuvent monter en puissance. Donc je pense qu'il faut se fermer la porte à rien. Au PS, ces divergences stratégiques suscitent l'inquiétude. Le parti redoute qu'à terme, les aéroports wallons finissent par tomber entre des mains privées. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Ils sont bleus, mondialement connus, et de retour au cinéma dès le 16 juillet. Le Trends Tendance de cette semaine est consacré aux Schtroumpfs. Ils reviennent dans un nouveau film coproduit par Rihanna avec une avant-première mondiale à Bruxelles. Derrière l'écran, un business bien réel. La Peyo Company, c'est 24,7 millions d'euros en 2023 et plus de 700 licences dans le monde. Loïc Streuss reçoit Frédéric Brebant, journaliste au Trends Tendance, pour en parler. Premièrement, peut-on parler d'un business lucratif ? C'est un business très rentable, les Schtroumpfs. Ils ont 67 ans et ils ne se sont jamais aussi bien portés. La marque Schtroumpf se décline dans plein d'univers. Les albums, les bandes dessinées, bien sûr. Les films, vous avez parlé de Rihanna, on continue. Le merchandising, je vais y venir. Les parcs à thème, les expositions itinérantes. Donc oui, avec notamment plus de 700 licences qui sont accordées à des entreprises dans le monde entier, ce business Schtroumpf génère via ces licences plus d'1 milliard de retombées financières pour les partenaires qui utilisent l'image des Schtroumpfs. Et bon, vous l'avez dit, il y a ce nouveau film qui débarque, Bruxelles à l'avant-première. Et les 3 films, à titre d'information, les 3 films qui ont été faits sur les Schtroumpfs dans les années 2010 ont coûté l'équivalent de 300 millions en production. Ils ont rapporté plus d'1,2 milliard aux sociétés de production. Donc oui, le business est très rentable. Deuxièmement, comment peut-on expliquer ce succès mondial des Schtroumpfs ?
Alors je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, assez terre à terre. Les Schtroumpfs, ce ne sont pas des êtres humains, mais ils ont la physionomie humaine. Mais ils ont cette couleur bleue. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est important parce que ethniquement, ils ne sont pas connotés. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant chinois, mexicain, croate, africain va se retrouver dans ces petites créatures qui ne sont pas connotées, surtout qui véhiculent des valeurs assez positives, la joie de vivre, le bien-être, la solidarité, le respect de la nature. Et ça a valu aux Schtroumpfs justement d'être ambassadeurs des Nations Unies. Donc ça a dopé aussi leur aura à l'international. Ça, c'est un élément. Et surtout, la marque est bien vivante. On le voit derrière vous, Peyo est mort en 92, mais contrairement à Tintin, les Schtroumpfs ont continué à vivre. Ils ont 67 ans, je le répète, un album chaque année qui sort. Ça représente plus de 400 000 exemplaires vendus chaque année, parce qu'il y a l'album principal qui sort. Ça réactive chaque année la vente des autres albums. Et puis, donc, ça fait qu'aujourd'hui, les Schtroumpfs, Paramount a fait une étude, les Schtroumpfs ont un taux de notoriété internationale de 95%. Ça veut dire 9 adultes et demi sur 10 reconnaît les Schtroumpfs, quel que soit le pays dans le monde. Donc, c'est assez dingue, ce qu'il faut que c'est la marque quand même emblématique dans l'univers de la bande dessinée. Troisièmement, c'est une marque internationalement connue. Encore 100% belge ? Oui, 100% belge, on ne le sait peut-être pas assez. L'entreprise est basée à Genval, sous le label Peyo Company. C'est pas la société, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Peyo Company englobe 3 sociétés qui gèrent les droits d'exploitation des Schtroumpfs, qui s'occupent de toutes les licences. On voit derrière vous un parc d'attractions. Il y a aujourd'hui une quinzaine de parcs à thème qui utilisent les Schtroumpfs. Donc ça ramène de l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Peyo Company, ça se porte très bien. Le chiffre d'affaires actuel, ça tourne autour des 24-25 millions d'euros, avec un bénéfice très net de 6 millions, donc c'est quand même très enviable. Pour l'anecdote, c'est quand même 4 fois ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années, donc ça se porte très très bien. Et l'entreprise reste familiale, il n'est pas question de vendre. Véronique Cullifort, qui est la CEO et la fille de Peyo, a décidé que ça resterait belge, même si c'est un business mondial. On peut avoir cette fierté, ça reste une success story très belge, et elle forme déjà son fils Nicolas à reprendre le business. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. On jette un dernier coup d'œil au marché. Séance mitigée et $1 au plus bas face à l'euro. Les investisseurs s'agitent. Jean-Marc Turin, de la banque de Degroof Petercam, nous aide à y voir plus clair. Ah oui, forcément, un dollar qui est en baisse de 11-12% par rapport à l'euro. Les actions américaines, c'est environ 2/3 d'un indice d'actions mondial. Donc, pour un profil dynamique, c'est facilement 6-7% d'impact. La moitié pour un profil, je dirais, équilibré. L'année passée, c'était un vent plutôt favorable au dollar. Aujourd'hui, c'est un vent contraire. Ce qui est un peu frustrant pour les investisseurs, c'est qu'on voit des performances qui sont revenues positives aux États-Unis, mais c'est en dollars. En euros, on est encore à -7 sur les actions américaines. Et disons que pour une fois, le dollar n'a pas joué son rôle de valeur refuge, parce que traditionnellement, quand les marchés baissent, le dollar se renforce. Ça n'a pas été le cas cette année. On se demande ce que sera la suite et comment évoluera le dollar. Ouais, disons qu'il faut toujours être humble sur les marchés, encore plus sur les devises. Il y a autant de modèles qu'on veut. Quand on regarde la parité de pouvoir d'achat, on peut penser que le dollar est encore surévalué. Par contre, quand on regarde le différentiel de taux d'intérêt, notamment le taux réel, dernièrement, ça a été un bien meilleur indicateur. Et là, le dollar, il devrait plutôt être à 1,12. Donc, quand on est à 1,16 aujourd'hui, je dirais on est un peu entre les deux. Ce qui est clair, c'est que l'administration Trump cache pas qu'il serait content d'un dollar un peu plus faible. Et donc, certaines des politiques, elles mettent un peu le dollar sous pression. Il faut se rappeler le premier mandat de Trump. On a un dollar qui a commencé par baisser, encore plus que cette fois-ci, moins 19%. Mais après ça, il s'était renforcé parce que l'économie américaine faisait bien. Et donc, pour que le dollar baisse structurellement, il faut qu'il y ait quelque chose en face. L'euro, ça va un temps, mais est-ce que tous les investisseurs asiatiques vont aller sur l'euro à la place du dollar? À voir. Ce n'est donc pas la fin du dollar. Non, certainement pas. À court, moyen terme, en tout cas, certainement pas. À plus long terme, quand vous êtes le numéro 1, vous pouvez faire que baisser. Quand on regarde les positions nettes, les étrangers détiennent des actifs aux États-Unis pour 24 000 milliards de plus que ce que les Américains détiennent à l'étranger. Donc, si simplement
une fraction de ça s'en va, ça met de la pression sur le dollar. Et c'est vrai que quand on voit certaines des politiques et l'incertitude qui a amené, certains, peuvent être tentés de faire ça. Pour voir quand même 2 points positifs, aujourd'hui le sentiment est déjà très négatif. Quand on regarde le positionnement des gestionnaires, ils sont déjà très sous-pondérés sur le dollar, le plus bas depuis 20 ans. Et deuxièmement, les États-Unis, ça reste l'économie dominante avec les big tech, et donc probablement que les investisseurs vont rester intéressés. Mais alors, certains se questionnent quant à la façon de gérer ce risque dans son portefeuille. Disons que, dans la mesure où le dollar ne joue pas son rôle, c'est normal de réduire la sensibilité dans les portefeuilles. Donc concrètement, c'est soit de vous vendez des actifs américains, soit de vous couvrez, notamment des contrats à terme. Mais c'est pas, les contrats à terme, ça a un coût, ça coûte environ 2,5% par an. Donc nous, concrètement, aujourd'hui, on n'a pas d'exposition au dollar venant de la poche obligataire ou du cash. Dans les actions, normalement, il y a une couverture naturelle. Environ 40% des revenus des sociétés du S&P 500 viennent de l'étranger. Et donc, quand le dollar baisse, ils en bénéficient. Donc, normalement, on peut accepter un risque de change venant des actions. Peut-être couvrir un peu plus aujourd'hui si on veut limiter la volatilité. Cette vue sur le dollar pourrait avoir des impacts sur l'allocation entre les différentes zones géographiques. Dans ce contexte, ça fait du sens d'un peu renforcer l'Europe, un peu les émergents. C'est clair que l'Europe, c'est plutôt pas cher, ça se réveille enfin. Mais en même temps, l'Europe, ça reste pas beaucoup de croissance, 2-3% cette année, contre 9% aux États-Unis. Donc, il ne faut certainement pas bouder complètement les États-Unis. Les émergents, typiquement, c'est la zone qui fait bien quand le dollar est faible. Et là, on a des valorisations attractives et de la croissance. Donc, certainement quelque chose à considérer aujourd'hui, même si tout n'est pas rose. On sait que la situation en Chine est compliquée. Mais peut-être qu'après quelques années de sous-performance, la patience des investisseurs sur les émergents sera enfin récompensée. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. Mais on remet ça dès demain avec un nouveau point sur l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer intelligemment un surplus d'énergie solaire. On pense souvent que plus il y a du soleil, mieux c'est pour la production d'énergie solaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand il fait très beau, surtout entre midi et 14h, l'ensemble des installations solaires de Belgique, qui représentent plusieurs milliers d'installations, injectent leur production en même temps sur le réseau. Résultat, l'offre dépasse la demande. Cela fait parfois chuter les prix d'électricité qui peuvent devenir négatifs. Et dans ce cas, il vous faudra payer pour injecter votre énergie sur le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout au printemps ou en été. Mais heureusement, il existe une solution intelligente. Réduire temporairement la production de votre enrouleur et ainsi votre production restera couverte et vous limiterez le surplus injecté sur le réseau. Grâce à cette modulation de puissance, on évite de surcharger le réseau et on garde la valeur de ce qu'on produit. On optimise ainsi le tout. Parce qu'au fond, chaque kilowattheure compte. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.